Bonjour à tous. Voici l'endroit où nous sommes arrivés la dernière fois, la semaine dernière, c'est-à-dire l'impact de la guerre en métropole, avec deux événements majeurs. L'un a été occulté, je dis bien occulté, les archives sont très difficilement disponibles, à quelques personnes simplement, c'est la manifestation pacifique des Algériens à Paris. L'autre, nous le verrons, c'est un événement qui a été très largement connu, que vous connaissez sans doute. Nous le verrons donc après la manifestation du 17 octobre 1961. J'aborde les choses dans l'ordre chronologique en cette occasion. Donc, les Algériens, des Algériens sont à Paris. Que font-ils à Paris? Ce sont des travailleurs, ils sont dans les usines. La France a besoin de main-d'œuvre. Nous sommes dans la période des Trente Glorieuses et la France n'a pas suffisamment de main-d'œuvre. Donc, les Algériens peuvent se déplacer librement d'une rive à l'autre de la Méditerranée et donc ils sont nombreux à travailler en France. Ils vivent dans des bidonvilles et ils construisent les cités que vont occuper les autres. Donc, ce sont des Français musulmans d'Algérie, comme disent les services de police. Le 17 octobre 1961, une manifestation est organisée, manifestation pacifique encore une fois, dans le but de protester contre le couvre-feu qui leur a été imposé aux Français musulmans d'Algérie. C'est une manifestation non déclarée, mais qui se veut pacifique, puisqu'elle a lieu sans armes. Le but, c'est d'affirmer la représentativité du FLN, au moment où il y a une lutte féroce entre le FLN et le MNA, Mouvement National Algérien, qui était dirigé par Messaliadj. Et tous sont conviés. Tous sont conviés, aussi bien les femmes que les enfants. Mais attention, les femmes et les enfants sont très peu nombreux. C'est surtout une manifestation d'hommes. Et la répression qui va s'exercer contre eux va être extrêmement violente. On ne connaît pas aujourd'hui le nombre de morts qu'il y a eu à ce moment-là. Je parle de morts au cours d'une manifestation pacifique, sans armes. Alors, les évaluations vont le minimum de 38 morts jusqu'à plus de 200 morts. En fait, on ne sait pas exactement. Et cela n'a été reconnu qu'en 2012, donc très récemment. Quel est le contexte? Le contexte, d'abord, c'est cette immigration algérienne qui est relativement importante en France, puisque l'économie française manque de bras, et il y a aussi une guerre interne entre le FLN et le MNA. C'est une guerre assez féroce, on appelait cela la guerre de café, c'est-à-dire la guerre des cafés serait plus exact, parce que chaque groupe a l'habitude d'aller dans un café déterminé. Donc le FLN va dans tel café au pluriel, et le MNA dans tel autre café au pluriel également aussi. Selon les autorités françaises, pendant toute la durée de la guerre d'Algérie, cela provoquerait 4000 morts, soit des membres du FLN, soit des membres du MNA. Mais c'est le FLN qui va l'emporter. Parce que c'est lui qui est hégémonique sur le terrain à Paris. Et il est également hégémonique dans les médias français, lorsqu'il parle de la rébellion, pour employer un terme qui est assez courant, puisque l'Algérie c'est la France, donc ce sont des rebelles. Donc c'est lui qui l'emporte, et il y a à peu près 4000 morts en tout, cumulés, le FLN et le MENA. Mais c'est le FLN qui l'emporte. Pendant la période des négociations qui s'est ouverte d'abord à Melun, qui a échoué, ensuite, Évian 1, avant qu'il y ait Évian 2, c'est-à-dire les accords d'Évian du 19 mars 1962. On n'y est pas encore, nous sommes le 17 octobre 1961. Donc, le FLN et le GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne, ont décidé que pendant les négociations, il n'y aurait pas d'attaque contre les policiers français. C'est-à-dire que le FLN est dans une optique de guerre. Et les policiers français sont des cibles. Alors, il y a quelques morts, c'est-à-dire moins d'une dizaine par année à partir de 1958, mais en 1961, le nombre de morts parmi les policiers augmente.
Sur toute l'année, en 1961, il y en a 22. Donc, les chiffres sont très précis là. Et les policiers répondent à ces morts, à moins que ce ne soit le contraire, parce que c'est difficile de savoir qui a commencé. Mais les premiers morts, évidemment, ce sont des policiers français et ils sont victimes du FLN. Donc, les policiers français, en représailles, font du harcèlement et ils vont dans les bidonvilles. Pourquoi dans les bidonvilles? Parce que c'est là que logent les ouvriers algériens. Et ils recherchent des publications estampillées FLN. Ils recherchent également des armes, puisque des policiers sont victimes d'attentats ou d'embuscades. Et ils n'aiment pas aller dans ces bidonvilles, parce que ce sont de véritables labyrinthes. Ils sont dans un terrain qu'ils ne connaissent pas, un terrain qu'ils estiment dangereux. Et donc, cette manifestation a lieu, organisée par le FLN pour protester contre le couvre-feu. Le couvre-feu qui s'impose aux musulmans, aux Français musulmans d'Algérie. Alors, toutes les photos que nous allons voir sont des photos qui ont été prises par un homme, le voici. Il s'appelle Elie Kagan. Donc, ce sont des photos d'Elie Kagan. Alors, voici ce qu'il montre de cette manifestation. D'abord, il faut savoir avant de voir la manifestation, il faut savoir quel est le contexte. Le contexte, c'est que Benkheda a remplacé à la tête du GPRA, a remplacé Ferhat Abbas. Ferhat Abbas était quelqu'un de pondéré, quelqu'un de relativement modéré. Bien sûr, il était pour l'indépendance de l'Algérie. Mais Benkheda, lui, est également éduqué selon la culture française. Il a la double culture, la culture arabe et la culture française. Donc, il remplace Ferhat Abbas, mais il est considéré comme plus radical. Et la preuve de sa radicalité, c'est qu'il est soutenu par la Chine. Et la Chine est appuyée par l'URSS. Donc, aussitôt, on se dit, Benkheda, c'est quelqu'un qui va amener le communisme en Algérie. Nous verrons que les choses ne sont pas aussi simples. Il cherche simplement des appuis. Également, il y a des changements au niveau du gouvernement français. Edmond Michelet, qui était à la justice, au ministère de la Justice, est remplacé au ministère de la Justice par un autre ministre, mais Edmond Michelet avait la réputation d'être un libéral à la justice. Donc vous voyez qu'il avait des possibilités d'intervention. Donc il est remplacé par quelqu'un qui est beaucoup plus favorable à l'Algérie française, disons, pour le moment, puisque les choses ne sont pas totalement jouées. Et également, le Premier ministre, Michel Debré, vous le savez, c'est un partisan de l'Algérie française. Il a, à plusieurs reprises, déjà à 2 reprises, proposé au général de Gaulle, au président de la République, donc de démissionner, ce que de Gaulle a refusé, mais Michel Debré, bien qu'étant favorable à l'Algérie française, est fidèle à la personne de Gaulle. Avant la manifestation, avant que cette manifestation ait lieu, donc le matin du 17 octobre, la police française n'est pas au courant. Elle ne sait pas que le FLN va manifester. Elle l'apprend de façon fortuite, parce qu'à la gare SNCF de Saint-Lazare, il y a une manifestation de cheminots. Parmi ces cheminots, il y a bien sûr des travailleurs algériens. Les travailleurs algériens sont contrôlés par les policiers. Et sur l'un d'eux, on trouve des tracts qui appellent à la manifestation en fin d'après-midi, le soir, donc à la manifestation donc, qui doit avoir lieu. Donc la police est informée dès le matin. Dès le matin, et donc elle se prépare. Elle se prépare avec la police municipale, avec la gendarmerie mobile et avec les CRS. Il y a à peu près 1000, pas à peu près, il y a 1650 hommes qui sont disponibles. Aussitôt que la manifestation commence, les journalistes de la radio sont là. La radio, n'oubliez pas, est sous contrôle du gouvernement. La censure existe. Et est-ce que ce sont de fausses informations en toute bonne foi? Est-ce que c'est de l'intoxication? Est-ce que c'est volontaire? Je ne peux pas vous le dire. Mais toujours est-il que des rumeurs circulent sur les radios. Rumeurs, ça veut dire que c'est faux, bien entendu.
Alors on annonce qu'il y a 5 tués parmi les forces de l'ordre et 10 blessés. Quelques minutes plus tard, ce ne sont pas 10 tués, mais ce ne sont pas 5 tués, ce sont 10 tués. Et il y a 100 blessés. En fait, il n'y a ni morts ni blessés parmi les forces de l'ordre. Quant aux manifestants, on les a évalués, on sait qu'ils sont à peu près entre 20 et 50 000. Donc c'est difficile à dire exactement. Mais le FLN, je dirais, a fait le plein de ses partisans dans la région parisienne. Et la répression va être féroce. Quand je dis féroce, c'est vraiment féroce, puisqu'on ne sait pas combien il y a eu de victimes du côté des manifestants. Entre 38, chiffre bas, et plus de 200. Bref, on ne sait pas exactement. Les archives ne sont pas libres d'accès, et ceux qui les ont consultés sont très peu nombreux. Donc, la répression va s'exercer, et voici les Algériens qui se retrouvent dans des endroits prévus. Je vais vous montrer le croquis qui a été fait à ce moment-là. Ils y vont en train, ils y vont en métro, ils y vont en taxi, ils y vont par leurs propres moyens, mais ils viennent de la périphérie de Paris vers les grands boulevards. Et le but, c'est de défiler sur les grands boulevards. Et le scandale, je dirais, il est là. Comment ces Algériens osent-ils manifester sur les grands boulevards alors qu'ils vivent, alors qu'on ne les voit jamais? Ils sont sur les chantiers. Ils sont sur les chantiers et donc ils vivent dans les bidonvilles. Donc on ne les voit pas. Et donc pour les Parisiens, c'est la stupeur. Comment ils sont là, ils défilent sur les grands boulevards. Alors voici ces Algériens qui manifestent avec le slogan qui est bien connu, hein, paix en Algérie. C'est le moment où on est dans des contacts secrets pour ouvrir de nouvelles négociations. Donc paix en Algérie. Vous voyez les grands boulevards avec un cinéma qui se trouve là et un film de Jean Gabin qui est projeté sur les écrans. Il pleut ce soir-là, vous le voyez sur les imperméables, sur les vêtements. Vous voyez qu'il y a un service d'ordre qui est assuré par le FLN. Donc voici un groupe de manifestants hein, qui manifestent et qui crient, je ne sais pas ce qu'ils crient, sans doute paix en Algérie puisque c'est un mot d'ordre officiel. Quelques femmes, quelques enfants, mais je vous ai dit que c'était des tout petits groupes, c'était extrêmement peu de femmes et d'enfants qui ont participé à cette manifestation. C'est une manifestation d'hommes, essentiellement, et sans armes. Alors voici la concentration vers les grands boulevards, et voici les endroits où ils défilent. Et vous voyez que les ronds indiquent les violences et les coups de feu. Et donc les flèches rouges qui montrent la concentration des Algériens vers les grands boulevards de Paris. Et voici le titre, la une d'un journal, ou en tout cas un article pour le moins, pour protester contre le couvre-feu, donc c'est bien clair, c'est protester contre le couvre-feu, par milliers, on ne sait pas combien, les Algériens ont manifesté hier dans Paris. Donc cela paraît le lendemain, le 18 octobre. Voici le Parisien libéré. Alors là, ça devient violente manifestation nord-africaine hier soir à Paris. Sauf que la violence était du côté des forces de l'ordre. On va le voir. Donc voilà comment c'est retransmis aux Parisiens qui n'ont pas vu la manifestation pour la plupart d'entre eux et qui découvrent que les Nord-Africains ont manifesté violemment hier soir à Paris. Le Figaro, violente manifestation des musulmans algériens hier soir à Paris. Et en même temps, Nikita Khrouchtchev, qui devait venir en France, vous savez qu'il viendra au début des années 60, donc visite de courtoisie avec le général de Gaulle. Alors, les forces de l'ordre se sont préparées. Voici les camions où sont les CRS en attendant, ou les gendarmes mobiles, en attendant qu'on les appelle. Donc, ils sont là, ils peuvent se déplacer d'un point à un autre sur les grands boulevards en fonction du déroulement de la manifestation. Les arrestations pour contrôle d'identité sont
extrêmement nombreuses. Ça, c'est une photo qui a paru sur Paris Match. Je me souviens très bien, c'est un numéro qu'on m'avait donné des années après, et il y avait cette photo donc à la une, c'est-à-dire en première de couverture de Paris Match. Voici une autre photo. Voici une autre photo. Vous voyez que ces Algériens qui sont dans ces cars mettent les mains sur la tête. Sans doute, ils ont reçu l'ordre de policiers qui sont montés dans les cars de mettre la main sur la tête. Les voici donc pour les contrôles d'identité. Encadrés par des policiers. Là, c'est la police municipale, mais qui sont armés. Là aussi, vous les voyez, hein, ils se dirigent vers des endroits qui leur sont indiqués pour des contrôles d'identité, et vous voyez que les forces de l'ordre sont armées, soit des pistolets, soit des fusils mitrailleurs. Pistolets mitrailleurs, pardon. Les voici aussi ceux qui ont été arrêtés et qui sont là en attente de contrôle d'identité. Donc les mains sur la tête, pourquoi? Parce que vous voyez cette matraque qui est en bois à l'époque et qui fait des ravages tout à fait considérables lorsqu'on frappe sur les têtes. Voici un des Algériens qui a reçu un coup de matraque. En voici un autre qui est sur le sol. Est-il blessé? Est-il mort? Point d'interrogation. Il y a des morts, hein? Il y a des morts. Des morts à coup de matraque, des morts par balle. En voici un autre. En voici un autre qui a trouvé celui-là refuge dans le métro. Et on voit le lendemain, on voit cette banderole sur les bords de la Seine. Ici, on noie les Algériens. Et il y avait une plaisanterie qui courait parmi les forces de police. Les Algériens ne savent pas nager. Et effectivement, certains sont jetés dans la Seine. Et certains ne savent pas nager. Ils se noient. Certains sont attachés et sont jetés attachés dans la Seine. Certains sont blessés, jetés dans la Seine. Donc pendant les jours qui suivent, on trouve quelques cadavres d'Algériens dans la Seine. On fait appel aux appelés du contingent, des infirmières, parce qu'il y a de très nombreux blessés parmi les Algériens, et ils disent, je les cite, c'est une vision d'horreur. Autrement dit, ils ont été massacrés très durement, et voici celui qui est le responsable du maintien de l'ordre à Paris. Vous avez peut-être, non, vous ne le reconnaissez pas, mais c'est Maurice Papon. Maurice Papon, qui a été recyclé par De Gaulle après la Résistance et qui à ce moment-là est préfet de police de la ville de Paris et qui est à côté, vous le voyez, de la presse et qui donne sa version des événements. C'est la version française des événements qui est donnée dans les documents qui peuvent être consultés bien entendu. Donc voilà, jusqu'à ce que la mémoire fasse son chemin. Et sur les quais de Seine, on a mis ce panneau, ce panneau qui est scellé, à la mémoire des nombreux Algériens tués lors de la sanglante répression de la manifestation pacifique du 17 octobre 1961. Alors bien sûr, il y a des mots-clés, c'est la sanglante répression. Et c'est manifestation pacifique. Donc c'est quelque chose qui va demeurer occulté. Est-ce que De Gaulle le sait? Bien sûr qu'il le sait. Bien sûr qu'il le sait. Il va dire en Conseil des ministres cette phrase. C'est secondaire, mais inacceptable. Secondaire, mais inacceptable. Et cela va être ignoré durablement jusqu'en 2012. L'autre événement, qui lui, au contraire, est très connu, c'est ce qui se passe donc toujours à Paris, au métro Charonne. Alors, ça c'est toujours la mémoire. À Paris, il y a une place du 17 octobre 1961, à la mémoire des nombreux Algériens tués à Paris, lors de la sanglante répression de la manifestation pacifique 17 octobre 1961 contre le couvre-feu qui leur était imposé. Donc vous avez la cause, le couvre-feu. Vous avez aussi une autre cause qui n'est pas indiquée,
c'est la volonté du FLN de montrer sa force et montrer que c'est le seul interlocuteur dans les négociations qui vont s'ouvrir, hein, donc à Évian. Je dis Évian pour simplifier, nous verrons que c'est plus compliqué que ça. Mais l'autre événement, c'est le 8 février 1962, c'est la manifestation contre l'OAS et pour la paix en Algérie. Et là aussi, nous avons des photos. Alors, cette manifestation est organisée pour la paix en Algérie et contre l'OAS. L'OAS qui fait des attentats en France, qui en fait aussi beaucoup plus en Algérie. J'y reviendrai bien entendu. Et cette manifestation a lieu le 8 février 1962, organisée par le Parti communiste français, par la CGT, par la CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens, par la FEN, Fédération de l'éducation nationale, par l'UNEF, Union nationale des étudiants de France, et par le PSU, Parti socialiste unifié. Voilà ce qui organise la manifestation. Donc contre les attentats de l'OAS en métropole et pour la paix en Algérie. Alors voici, cela est dit. Cela est dit dans cette banderole. Alors ce sont des ouvriers d'une usine qui sont ici, d'une usine de Romainville, alto-fascisme, car l'OAS est politiquement classé, nous allons le voir, à l'extrême droite et refuse l'indépendance algérienne. Et puis pour la paix en Algérie. La paix en Algérie parce que nos enfants font le service militaire en Algérie et parce qu'ils y meurent en Algérie. Donc, pour la paix en Algérie. Alors, vous voyez, OAS égale SS. Bon, les manifestations ne se prêtent pas à la nuance. C'est pas tout à fait pareil, mais enfin, c'est quand même, disons qu'il y a certains points communs. Mais bien sûr, les membres de l'OAS ne sont pas des SS. Alors, voici où tout va se jouer. C'est dans le métro. Alors, c'est pas la station Charonne, mais c'est dans le métro que ça va se jouer. Voici un couple de manifestants. Lui, manifestement, a reçu un coup de matraque. Et vous avez le sang qui coule sur sa figure. Celui-ci a été aussi matraqué. Et vous voyez, il ne tient pas debout. Il a été aidé par un couple et par des personnes qui sont là. Mais voilà, il est inconscient. Et les manifestants refluent face aux forces de l'ordre, face aux policiers. Ils refluent et ils cherchent les bouches de métro pour s'engouffrer dans les bouches de métro, pour se protéger des matraques, parce qu'ils sont désarmés eux aussi. Et il se trouve que beaucoup s'engouffrent dans la bouche de métro Charonne, et catastrophe, le métro est fermé au métro Charonne, à la station Charonne. Et là, les policiers qui sont là vont matraquer les manifestants qui sont coincés contre les grilles du métro qui sont fermées. Ils vont matraquer jusqu'à ce que on relève 9 morts. Là, on les connaît, les morts. Et le Parti communiste, la CGT, les autres organisations manifestantes vont garder leurs souvenirs et vont organiser leurs funérailles. Alors voici, je vous les montre très rapidement. Vous allez voir qu'ils sont 9. Ils sont de tout âge, 59 ans, 48 ans. Alors ils sont pour la plupart d'origine populaire. Ce sont des ouvriers, ce sont des militants syndicalistes, ce sont des militants du Parti communiste, du PSU, etc. Donc Édouard Lemarchand, 40 ans, 44 ans, 35 ans, une femme, donc. Il y a aussi des femmes, bien sûr, dans les manifestations. 30 ans, 15 ans, un adolescent, 30 ans, une femme encore, une autre femme. Ah, il n'y a pas, je ne vois pas l'âge, j'ai mal centré la diapositive, mais peu importe. Et voici comment cela est représenté, donc par la suite, les manifestants qui vont vers le métro Charonne, et le métro Charonne, voilà, était fermé, et c'est là que le drame a eu lieu. Et donc, on organise leurs funérailles. Et au cours de ces funérailles, les Parisiens sont là, la foule est là. Il y a ceux qui
accompagnent ceux qui sont morts jusqu'au cimetière, avec des bouquets de fleurs, etc. Voici le plus jeune d'entre eux, 15 ans. Voilà. La foule qui est sur les côtés et qui regarde. Voilà, la foule. La foule qui est là. C'est le Paris populaire, c'est les quartiers populaires de Paris qui sont représentés surtout. Voilà, les montagnes de fleurs qui sont accumulées. Les gens qui pleurent. 60 000 manifestants dans les rues de Paris. 7 morts au moins, c'est le journal L'Humanité. 7 morts au moins, dont 3 femmes. En fait, il y aura 9 morts. Et il y a cette petite fille qui est là, au bas de la une de l'Humanité, qui avait subi un attentat de l'OAS et qui est devenue aveugle. Et cela va émouvoir toute la France. Il y a d'autres photos que je ne vous montre pas, où on la voit le visage en sang. Le visage en sang, elle va devenir aveugle. Voilà les motivations profondes, si vous voulez, de cette foule qui manifeste contre la guerre d'Algérie, la paix en Algérie et contre l'OAS. Alors là aussi, on a baptisé une place du février 1962, c'est la date de manifestation contre la guerre d'Algérie, où 9 manifestants trouvèrent la mort au métro Charonne. Donc là maintenant, on sait qu'effectivement on connaît le nombre de morts. Alors, après Évian 1, et il y a les accords d'Évian. Les accords d'Évian qui sont signés le 19 mars 1962. Attention, les accords d'Évian, ce sont des accords qui mettent fin au combat. Ce ne sont pas les accords qui voient l'indépendance de l'Algérie. C'est un petit peu après. C'est la fin des combats, c'est le cessez-le-feu. Vous savez que De Gaulle tenait à ce qu'il y ait d'abord le cessez-le-feu et ensuite l'autodétermination. C'est-à-dire que les populations d'Algérie, toutes les populations d'Algérie, aussi bien les Européens que les musulmans. J'emploie ces vocables qui ne sont pas satisfaisants parce que d'une part, on parle des Européens, donc originaires d'Europe, et d'autre part, on parle des musulmans, qui est une religion. Mais ce sont les vocables utilisés à l'époque. Donc, je les utilise aussi, bien que je vous fais remarquer qu'ils ne soient pas intellectuellement satisfaisants. Donc, les accords d'Évian, 19 mars 1962. Les pourparlers vont reprendre. Ils vont reprendre le 20 juillet 1961. La veille, les parachutistes français ont repris la base de Bizerte, que les Tunisiens avaient occupée. Donc, ils l'ont reprise. Les premiers combats ont eu lieu le 19 juillet. Ils vont durer jusqu'au 22 juillet. Donc, les pourparlers reprennent malgré tout, malgré cette complication, cette complexité de la situation internationale. Alors, ces pourparlers, ils ont lieu où? Ils ont lieu d'abord à côté d'Évian, au château de Lugren. Ça s'écrit comme ça, château de Lugren. Voilà, et vous voyez que le château de Lugren est particulièrement bien gardé par des troupes, c'est en France bien entendu, par les troupes françaises. De Gaulle tenait absolument à ce que les pourparlers aient lieu en France. Alors le FLN est représenté par Krim Belkacem. Krim Belkacem, c'est celui qui préside la délégation du FLN. Et il y a également Ben Khedda, dont je vous ai parlé, qui préside le GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne. Et du côté français, la délégation est conduite par Louis Joxe. Mais à ce moment-là, De Gaulle est affaibli. Pourquoi? Parce qu'il est en but aux actions de l'OAS. L'OAS qui a une grande influence sur les Européens, nous en reparlerons. Et il est victime d'un attentat auquel il échappe. Il y échappe. Je ne parle pas de l'attentat très connu qui a lieu par la suite. Je parle de l'attentat du Pont-sur-Seine. L'attentat du Pont-sur-Seine qui a lieu le 8 septembre
1960, je ne parle pas du petit Clamart, hein. Donc 1960. Il en réchappe. Mais la situation est compliquée avec la Tunisie. Et la Tunisie soutient le FLN. Et c'est la base de repos de l'ALN, de l'Armée de Libération Nationale. L'état-major général de l'ALN est commandé par Boumedienne. Boumedienne qui est réticent face, je dirais, à ces négociations. J'en reparlerai par la suite. Le GPRA a le choix entre deux solutions. Entre une indépendance radicale, on est indépendant, point, ou on est indépendant mais on accepte la coopération avec la France. Et le FLN bénéficie du soutien du Maroc aussi, car le roi du Maroc est mort, Mohamed V est mort, et c'est son fils Hassan II qui lui a succédé. Donc Hassan II soutient le FLN. De Gaulle, à ce moment-là, décide de lâcher le Sahara. La France revendiquait le Sahara. Considérant que le Sahara, c'était pas vraiment l'Algérie. Et la raison, c'est qu'au Sahara, il y avait du pétrole et du gaz. 2, il y avait une population extrêmement faible. Et 3, il y avait une base militaire où la France faisait des essais nucléaires, la base de Reagan. Pour le GPRA, l'algérianité du Sahara ne se discute pas. Donc, l'attentat contre De Gaulle à Pont-sur-Seine, j'en ai parlé, Harry Boumedienne, qui est réticent face à ces négociations, qui voudrait des choses plus radicales, et De Gaulle lâche le Sahara. Donc, l'algérianité du Sahara est mise en avant par le FLN. On discute également de Reagan et de Mers-el-Kébir. Reagan étant une base où on fait des essais nucléaires et Mers-el-Kébir étant une base navale à côté d'Oran. Alors, la base de Mers-el-Kébir, les Français hésitaient combien de temps demander au FLN d'avoir la libre disposition de Mers-el-Kébir. Eh bien, De Gaulle dit une génération. Oui, mais c'est quoi une génération exactement? C'est 15 ans, c'est 20 ans, c'est 25 ans. Et les négociateurs disent à De Gaulle, les négociateurs provisoires pour l'instant, ils disent à De Gaulle, ils acceptent 50 ans. Et De Gaulle a cette réflexion, c'est ridicule. Alors bon, toujours est-il que les Français veulent garder Reagan plusieurs années pour poursuivre les essais nucléaires. Les essais nucléaires, voici la base de Reagan, hein, donc l'armée y est installée. Bon, ça ne nous apprend pas grand-chose, sauf que Reagan se trouve à côté du gisement d'hydrocarbures au sud du Sahara, vous le voyez, Reagan. Peut-être qu'on le voit mieux ici, non, ici, au centre de ce cercle se trouve la base de Reagan. Donc c'est la zone qui est concernée de près ou de loin par les essais nucléaires. Alors on fait toutes sortes d'essais. On met des mannequins ici pour voir quel va être le souffle, la puissance du souffle de l'explosion. Est-ce que ces mannequins vont être emportés par le souffle? Alors à propos de ces mannequins, il y a des rumeurs qui circulent, rumeurs malveillantes bien entendu et fausses. Je dis rumeurs, donc les rumeurs sont toujours fausses. Ces rumeurs disent que ce ne sont pas des mannequins, mais ce sont des prisonniers de l'ALN qui sont utilisés comme matériel vivant. En fait, c'est faux. Ce sont des mannequins et effectivement, on fait des expériences. On voit quelle est la puissance du souffle, on voit quelle est la capacité d'instruction des bombes nucléaires, car on fait exploser des bombes nucléaires au Sahara, bien entendu. Alors voici une bombe qui a explosé, voici quelques nuages radioactifs au lointain, et des gens qui regardent, des soldats qui regardent, et qui filment aussi. Donc on fait des mesures, on mesure toutes sortes de paramètres, etc. Et De Gaulle est assez satisfait que la France devienne une puissance nucléaire. Et il organise en grande pompe une séance de décoration, et vous voyez ici Francis Perrin,
qui s'incline devant le président de la République revêtu de son uniforme, il va être décoré de la Légion d'honneur. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de militaires, il y a aussi des civils, c'est-à-dire des scientifiques qui sont des civils et qui font les recherches sur ces expériences nucléaires. Mais il ne faut pas oublier que dans ce contexte-là, il y a aussi l'OAS. L'OAS qui est toujours présente et dont je reparlerai de façon plus précise. Un autre objet de négociation, c'est le sort des Européens qui se trouvent, qui vivent en Algérie. Que vont-ils devenir si l'Algérie devient indépendante? Nous allons le voir dans un petit instant. Mais De Gaulle, par rapport à l'OAS et par rapport aux oppositions qui se manifestent de la part des Européens d'Algérie, dit « Messieurs, accrochez-vous au mât parce que ça va tanguer. » Et effectivement, ça tangue. Et c'est le temps des barbouzes. Les barbouzes, vous avez peut-être entendu parler des barbouzes lorsque vous aviez quelques années en moins. Les barbouzes, c'est une police parallèle et clandestine. Ce sont des hommes dont on ne regarde pas trop l'itinéraire lorsqu'on les recrute et qui vont combattre l'OAS. Ce sont des gens qui liquident les gens de l'OAS. Ça se passe comme ça. Et les gens de l'OAS liquident les barbouzes, bien entendu. C'est une guerre sans merci. Et on décide donc, pour avancer plus vite, parce que De Gaulle veut qu'il y ait des progrès et veut que l'on avance, et c'est Louis Joxe qui propose que l'on fasse par écrit des textes sur les questions majeures. Et de décembre 61 à janvier 62, les négociateurs vont fonctionner de cette façon. Et on fait de réels progrès sur plusieurs questions, et notamment, je vais y revenir, sur la minorité européenne. Alors, on va quitter Évian et on va aller dans un village perdu dans le Jura, qui est une station de sport d'hiver. C'est le village des Rousses, dans le rendez-vous aux Rousses. Les Rousses, ça se voit très très mal sur cette carte, c'est dans le Jura. Vous voyez du rouge, c'est à côté de Lyon, mais c'est très mal indiqué. Alors là, on le voit peut-être mieux. Donc vous voyez le lac Léman, vous voyez la frontière suisse qui est symbolisée par des petites croix, et pratiquement sur la frontière, vous avez la station des Rousses. Donc on dit les Rousses, c'est le nom du village, mais la station des Rousses. Alors là, il y a des rencontres de ministres à plusieurs reprises pour faire avancer les choses, et en particulier Krim Belkacem, qui est le chef officiel de la délégation, et Saad Dalab, qui va jouer un rôle important au cours de cette négociation. Du côté français, 3 hommes vont jouer le rôle majeur. Il s'agit de Robert Buron, vous le voyez, qui est à gauche. Vous avez ensuite Louis Joxe, qui est le chef de la délégation. Et vous avez Jean, on ne dit pas de Broglie, on dit de Breuil, Jean de Breuil, qui est également un des 3 membres de ce petit groupe qui va faire avancer la négociation. Alors, il s'agit de discuter de la période transitoire. La période transitoire et en particulier de l'exploitation des richesses sahariennes, parce qu'on n'a rien décidé pour le moment. Il faut également discuter de la participation des Français d'Algérie à la construction de l'État nouveau. Je dis bien la participation des Français d'Algérie à la construction de l'État nouveau, car il n'a jamais été question que les Européens, les Français d'Algérie, les pieds noirs, quittent l'Algérie. Ce n'était pas ce qui était prévu dans les négociations, et le FLN était d'accord là-dessus. Alors vous vous demandez sans doute pourquoi, mais pourquoi sont-ils partis? Que s'est-il passé? Nous le verrons. Et également, il s'agit de discuter de la coopération souhaitée. Alors les Français font des concessions au fur et à mesure que des garanties sont accordées aux Européens. Et parfois, le FLN va au-delà de ce que demandent les Français. Par exemple, le général Camas
propose que 40 000 soldats restent en Algérie pour assurer le maintien de l'ordre. Eh bien, Krim Belkacem demande qu'il y en ait 80 000. Excusez-moi, j'ai fermé une porte. 80 000 parce que, bien entendu, il y a aussi la présence de l'OS. Mais ce dont on discute surtout, c'est du sort des Européens. Alors, le sort des Européens, quel est-il? Eh bien, voici par exemple un mémorandum qui avait été présenté par le FLN. Louis Joxe avait demandé au FLN, pour vous, qu'est-ce que le peuple algérien? Les Européens en font-ils partie? Et voici ce qu'avait répondu le GPRA dans un mémorandum qui avait été lu par Krim Belkacem. Le peuple algérien est constitué par les indigènes qui ont résisté longtemps à la conquête française. Ils sont unis par la langue, la religion, les mœurs, une histoire commune où il y a beaucoup de souffrances. Un peuplement européen s'est créé, hétérogène par ses origines. Oui, parce qu'il y avait de très nombreux Espagnols qui avaient reçu la nationalité française et qui étaient restés en Algérie, et c'est eux qu'on appelle les Pieds Noirs, en partie, bien sûr, les Pieds Noirs et les Français d'Algérie. Donc, un peuplement européen s'est créé, hétérogène par ses origines, mais soudé par son intégration dans la nationalité française. Donc, ce sont des Français, des Européens français. Loin de s'assimiler au peuple algérien, il s'oppose à lui et exerce l'hégémonie. Il nie même l'existence du peuple et de la nation algérienne. L'indépendance va poser le problème de ces Européens. Nous ne refusons pas à ces hommes le droit de se lier au peuple algérien, et même de s'y fondre. Chez nombre d'Européens, il existe, nous le reconnaissons, un profond attachement à l'Algérie. Ce sentiment est actuellement ombrageux. Demain, il pourra se transformer en patriotisme vrai. Nous croyons que l'Algérie pourra être pour eux une patrie accueillante. D'autres Européens ne voudront pas s'intégrer dans le peuple algérien, mais ils pourront eux aussi rester en Algérie et y travailler. Il y a quelque artifice à faire prétendre de la communauté européenne d'Algérie une minorité nationale. Nous ne pouvons ni refuser ni imposer la nationalité algérienne aux Européens. Les Européens de nationalité algérienne pourront participer à la vie politique du pays. Nous sommes prêts à discuter de toutes les garanties concernant les personnes, l'enseignement, le culte. Quant aux Européens qui resteront français, ils seront étrangers et nous sommes prêts à envisager avec réalisme les garanties dont ils pourront avoir besoin. Nous ne leur demanderons pas de partir, l'Algérie aura besoin d'eux. Donc c'est bien clair que, y compris le FLN, est favorable à ce que les Européens restent en Algérie. Alors, le débat va avoir lieu. Le débat va avoir lieu et ce sont les points d'accord et de désaccord. Voici, par exemple, ce qui va être dit au cours de ces réunions. Il n'y a pas un seul Algérien, je le sais, qui ne pense que le Sahara doive faire partie de l'Algérie. Il n'y aurait pas un seul gouvernement algérien, quelle que soit son orientation par rapport à la France, qui ne doive revendiquer sans relâche la souveraineté algérienne sur le Sahara. Qui est en train de parler? C'est De Gaulle. Et si un État algérien est institué, s'il est accordé à la France, la grande majorité des populations sahariennes tendront à s'y rattacher, même si elles ne l'ont pas explicitement réclamé d'avance. Et voici De Gaulle, au cours d'une conférence de presse, ce qu'il dit, qu'il laisse pantois à la fois ses collaborateurs, ses ministres et ses adversaires. C'est dire que, dans le débat algérien, la question de la souveraineté du Sahara n'a pas à être considérée. Tout au moins, elle ne l'est pas par la France. Cela ne nous concerne pas. Donc ça veut dire, le Sahara est algérien. Et voici ce que Louis Joxe dit en parlant de Gaulle. Le général joue au poker à ciel ouvert. Bon, alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que De Gaulle joue au poker à ciel ouvert? De Gaulle est pressé d'en finir. Donc, s'il faut céder le Sahara, on cède le Sahara. Mais en prenant quelques garanties, nous allons le voir. C'est pas aussi simple. Et voici ce que De Gaulle encore dit à ses ministres.
Les réalités et les intérêts nous poussent à permettre la naissance d'un État algérien. Mais cet État doit sortir des urnes, donne un scrutin d'autodétermination. Mais il vaut mieux qu'il ait lieu après qu'un accord ait été conclu sur l'ensemble des questions, notamment les garanties aux Européens. Donc, là encore, De Gaulle demande qu'il y ait des garanties accordées aux Européens. Donc c'est une préoccupation qui est assez fondamentale, aussi bien chez les négociateurs que chez De Gaulle. Voici encore ce que dit Bernard Tricot. Bernard Tricot, c'était un collaborateur très proche de De Gaulle. Pour le FLN, le peuple algérien était constitué seulement par l'ensemble des non-européens. Les Français pouvaient s'agréger à ce peuple par un acte positif. Ils n'en faisaient pas partie de plein droit. Admettre cette position aurait été, pour nous, renoncer en principe que les Européens fixés en Algérie étaient eux aussi des Algériens. Donc pour le gouvernement français, soyons bien clairs, les Européens d'Algérie, ce sont des Algériens. Et ils peuvent bien entendu s'intégrer au peuple algérien arabe, kabyle. Ils peuvent donc avoir la nationalité algérienne. Voici encore ce qui est dit par Robert Buron, qui est un des négociateurs. Vous demandez des choses contradictoires. Il s'adresse au FLN. On ne peut pas jouer sur tous les tableaux. Il faut choisir. On est algérien ou on est français. Nous répondîmes. Alors, ça, c'est le FLN qui parle, pardon, excusez-moi, c'est pas Robert Buron. Robert Buron va répondre. Dans le FLN, vous demandez des choses contradictoires, on ne peut pas jouer sur tous les tableaux, il faut choisir. On est algérien ou on est français. Nous répondîmes en rappelant la complexité et l'originalité de la situation, en montrant devant quel renversement de leur situation allaient se trouver les Européens d'Algérie, en faisant valoir qu'en toute chose le temps fait son œuvre et qu'il s'agissait d'abord de ménager les transitions. Il fallait donc ne pas placer ces hommes devant des choix déchirants. Et Louis Jox encore, à son tour, qui parle, « Nous n'avons jamais pensé que les Français d'Algérie puissent partir. Jamais l'hypothèse d'un départ des Français n'a été évoquée d'un côté ou de l'autre au cours de la conférence. » Donc, aussi bien les négociateurs français que le FLN n'ont envisagé le départ des Français d'Algérie. Donc, il y a là un point d'accord avec des nuances, certes, et là, si vous voulez, le désaccord, si désaccord il y a, c'est pas sur les Européens ou les Français d'Algérie, c'est sur les musulmans qui constituent une minorité et qui se sont ralliés à la France. Je parlais des Harkis, mais je reviendrai sur les Harkis. Donc, il y a des points d'accord et de désaccord. Accord sur les Européens d'Algérie. Alors, les accords, les Européens et les minorités. Au bout de 3 ans, les Français et ceux qui ne sont pas musulmans auront une double nationalité, français et algérien. Et au bout de 3 ans, ils devront choisir. Ils opteront soit pour la France, soit pour l'Algérie. Ensuite, il y a le cas des bases. Des bases, il y en a essentiellement 2. Des bases militaires, il y en a essentiellement 2. C'est Mers el-Kébir et c'est Regan. Mers el-Kébir, base navale. Regan, lieu où on fait les expériences nucléaires. Il y a des points de désaccord. De Gaulle veut que l'on signe d'abord un cessez-le-feu. C'est la raison pour laquelle les accords d'Évian sont des accords de cessez-le-feu. Ce ne sont pas des accords politiques, ce sont des accords de cessez-le-feu. Donc, est-ce que les accords de cessez-le-feu seront un acte militaire ou est-ce que ce sera un acte politique? Certains du côté français, certains négociateurs craignent que signer ces accords de cessez-le-feu, ce ne soit reconnaître le GPRA. Mais il faut bien signer avec les gens qui sont en face. On ne choisit pas les gens avec lesquels on négocie avec ceux qui sont là. Alors finalement, ce sera un acte militaire qui sera signé entre l'armée française
et pas le gouvernement français, et l'ALN, l'Armée de libération nationale du côté algérien. Mais pour conclure, il faut avoir l'accord de De Gaulle, du président de la République. Alors, ça se passe par téléphone. Et finalement, De Gaulle dit, bon, Mersel Kébir, 15 ans, on y reste 15 ans. Et dans le Sahara, à Regan, on y reste 5 ans. Ce qui sera finalement décidé. Les troupes françaises, 80 000 hommes, mais elles ne resteront vraiment présentes que 12 mois. On diminuera peu à peu leurs effectifs et l'Algérie sera totalement évacuée par les troupes françaises au bout de 3 ans. Voilà ce qui est décidé, voilà ce qui est provisoirement approuvé. Mais pour l'instant, ça reste au niveau de projet. Alors cela est approuvé par le Conseil national de la République algérienne et le gouvernement français. Mais, alors voici les négociateurs qui viennent de Suisse par hélicoptère tous les matins et qui reviennent en Suisse le soir. Donc vous voyez, la délégation française reste en France et la délégation algérienne est en Suisse mais vient négocier en France. L'opposition qui est manifestée, il y aura une opposition, c'est celle qui est... Pardon. Excusez-moi, je cherche quelque chose. Bon, allez, on le verra après. Donc, la négociation algérienne, la voici. Alors, une partie de la délégation, Krim Belkacem, Ben Adouda et Lankar Bentoubal. Donc, voilà, 3 négociateurs. Donc, vous avez vu sur la photo précédente qu'il y a plusieurs hélicoptères qui viennent de Suisse. La conclusion ne se fera pas aux Rousses, elle se fera à Évian. Donc, les délégations se rendent à Évian à partir du 7 mars. Et les accords ne seront définitivement signés que le 18 mars et seront effectifs à partir du 19 mars 1962. Donc, voici, comme c'est officiel, les journalistes qui sont là. Et on prend des photos, on filme les diverses délégations. Et le cessez-le-feu n'est finalement signé que le 18 mars, comme je viens de le dire, il sera effectif le lendemain à partir de midi. Donc, l'armée française ne combat plus en Algérie. La guerre d'Algérie, les combats sont terminés, mais l'Algérie n'est pas encore devenue indépendante. L'Algérie n'est pas indépendante. L'Algérie dépend encore de la France. Alors voici les diverses délégations, voici les journalistes qui sont d'un côté, voici les séquences filmées qui sont prises également. Cela se passe à l'hôtel du Parc. Vous voyez 2 CRS qui sont en grande tenue avec des gants blancs pour recevoir les délégations. Et le Figaro qui annonce que à midi, le 19 mars, le cessez-le-feu sera appliqué en Algérie. Donc, les combats sont terminés. Mais maintenant, il reste à reconnaître l'indépendance algérienne. D'abord, on consulte les Français. Les Français, où un référendum est organisé pour savoir s'ils sont d'accord pour reconnaître l'indépendance de l'Algérie. Ce référendum a eu lieu en France le 8 avril 1962 et il est approuvé à 90%. Donc les Français de la métropole reconnaissent l'indépendance de l'Algérie. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est-à-dire que les enfants qui vont faire le service militaire en Algérie n'iront plus en Algérie, ils le feront en France. Mais maintenant, il faut organiser le référendum en Algérie. Qui l'organise? Ce n'est pas le FLN, ce ne sont pas les Algériens qui l'organisent, ce sont les Français qui l'organisent. Et ce référendum va avoir lieu le 1er juillet 1962. Mais si le vote est organisé par la France, il faut bien qu'il y ait
des instances qui l'organisent. Alors, qui va organiser le vote? Eh bien, un exécutif provisoire est mis en place par la France en Algérie. Il est présidé par Abderrahmane Farès. Farès, ça s'écrit F-A-R-E, accent grave, S. Abderrahmane Farès est soutenu par Paris. Donc c'est le candidat du gouvernement français, mais c'est un arabe. Et il y a également Mostefai, comme ça se prononce, M-O-S-T-E-F-A-I, qui est un représentant du FLN et qui est son adjoint. Donc il y a deux Arabes, deux Français musulmans d'Algérie, comme on dit encore d'ailleurs, qui président cet exécutif provisoire. Le premier est soutenu par la France, le second par le FLN. Et le second est l'adjoint. Et les deux collaborent, coopèrent. Et il y a aussi un haut commissariat français qui est mis en place, dirigé par Christian Fouché, je pense que vous savez l'écrire, E-T à la fin, et par le général Billotte, de L et de T. Mais il ne s'installe pas à Alger, parce que Alger, c'est la guerre. C'est la guerre que mène l'OAS contre les troupes françaises. C'est la guerre qui mène avec l'appui des Pieds Noirs, pour l'instant encore. Donc il s'installe à Rocher-Noir, qui est un endroit qui est protégé, fortifié, où, disons, l'exécutif provisoire ne risque pas grand-chose. Il faut également définir le corps électoral. Alors voici, Algériens, Algériennes, vous voterez tous, hommes, femmes, et c'est un graffiti de l'ALN. Mais vous voyez qu'il y a un policier français. Donc c'est la France qui est le maître d'œuvre de ces élections. Et l'Algérie est encore sous contrôle français. Alors, voici la composition du corps électoral, je vous le lis. La composition du corps électoral est réglementée principalement par un décret du 19 mars 62. Il comprend les citoyens résidant en Algérie, les citoyens inscrits sur une liste électorale en Algérie résidant hors du territoire, certains citoyens nés en Algérie et résidant en France métropolitaine ou d'outre-mer, des militaires du contingent sont exclus au bénéfice de l'article 1. Autrement dit, qui vote? Tout le monde. Je veux dire par là, aussi bien les Européens, français bien sûr, les Français, les Pieds Noirs, que les Juifs, qui sont français depuis 1870, que les Kabyles, que les Arabes, les hommes, les femmes, tout le monde vote. Donc c'est un scrutin d'autodétermination qui s'adresse à tout le monde. Il a lieu le 1er juillet 1962. Et voici les résultats. Vous les voyez, ils sont là. Pour, allez, j'arrondis, 6 millions, excusez-moi, 6 millions. 99,72% des exprimés contre 16 000, 0, moins de 1%. Vote valide, donc près de 6 millions. Vote blanc et invalide, 25 000, près de 26 000. Total sur 6 millions de personnes qui ont voté. Se sont abstenus, un peu plus de 500 000. Participation, 6 millions et demi. Autrement dit, il y a une écrasante majorité qui vote en faveur de l'indépendance. Parmi les exprimés, le vote pour 99,72%. Donc la majorité absolue est largement atteinte sans problème. Et voici, au journal officiel de la République algérienne, le résultat du vote. Vous voyez, ce sont exactement les mêmes chiffres. Mais ce que l'on voit, c'est que les membres qui ont signé le procès-verbal et qui ont officialisé les résultats sont, vous le voyez, soit ce sont des patronymes musulmans ou arabes, et ce sont les deux premiers. Ensuite, vous avez un patronyme français, Alexandre Choulet,
puis encore un patronyme algérien et un patronyme français, Jean Guyot. Autrement dit, sur 6 personnes, il y a 2 Français. À proportion, globalement, de leur présence réelle. Et ces résultats sont proclamés le 5 juillet 1962. Immédiatement, la France reconnaît l'indépendance de l'Algérie. Alors voici quelques photos de la joie qui se manifeste parmi les Algériens. Donc vous voyez le drapeau algérien qui est brandi et les gens qui manifestent leur joie de devenir indépendants. Bon, là, cette photo n'est pas de très bonne qualité, mais on voit très bien la joie qui se manifeste et les drapeaux algériens qui sont brandis. Ces enfants, surtout une majorité de filles, qui manifestent également en faveur de l'indépendance algérienne, vous le voyez. Là, des officiels. Le troisième personnage qui se trouve donc à droite a l'air d'être, avec un petit doute malgré tout, Ben Bella, mais il a un petit peu le profil de Ben Bella, mais vous voyez des gens là qui sont là, devant d'autres des électeurs qui les acclament. Voici Ben Bella. Vous voyez, l'autre n'a pas les cheveux tellement gris, mais donc, bon, on doute. En tout cas, Ben Bella, là, c'est sûr qu'il est le premier président de la République algérienne. Donc, l'Algérie est devenue indépendante. Est-ce que c'est fini? Non, ce n'est pas fini. Il y a encore, nous devons voir encore ce qui s'est passé dans cette période qui suit les accords d'Évian du 19 mars 1962 jusqu'à ce que l'Algérie entre dans une période plus apaisée. C'est un petit peu le schéma qui s'est produit en France au moment de la libération. Donc il y a eu une période tumultueuse et puis ensuite les choses se sont progressivement calmées. Là, nous verrons ce qui s'est passé. Je ne veux pas vous dire, commencer à vous parler de ce qui s'est passé ensuite, nous le verrons. Mais il sera beaucoup question de l'OS, il sera question aussi des harkis et il sera question, bien entendu, des pieds noirs et de la mémoire. Et au revoir, à bientôt.